Donc j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Cellier. Je commence toujours par les lauréats de La France s'engage, qui est directeur du développement de l'association Signe de Sens, qui a été lauréate en 2019, et Mohamed Yabali, qui est maire de l'île Saint-Denis. Tu es toujours vice-président de l'AMF sur les questions d'ESS et parmi aussi tous tes mandats, membre du conseil d'orientation de La France s'engage. Je commence par Sébastien, du coup. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce que fait Signe de Sens et surtout votre lien avec les collectivités et les territoires? Merci Enora. Bonjour à toutes et tous. Signe de Sens existe depuis un peu plus de 20 ans. On est basé à Lille et on travaille sur toute la France. On est 24 dans l'équipe. Et notre mission, c'est vraiment d'accompagner les territoires dans leur transition inclusive. Ça veut dire quoi? Faire en sorte de travailler sur l'accessibilité et l'inclusion, faciliter le parcours et la vie des personnes en situation de handicap, que ce soit à l'école, à la crèche, pour trouver un emploi, pour accéder à la culture. Donc nous, on va intervenir pour accompagner tous les acteurs sur un bassin de vie, faciliter par exemple les coopérations entre une médiathèque et un établissement médico-social pour que des enfants à besoins spécifiques puissent aller en médiathèque et découvrir des livres qui leur sont adaptés. Ça va être travailler, faire collaborer des crèches, des PMI, en s'appuyant sur l'expertise du médico-social, sur des éducateurs spécialisés, sur des ergothérapeutes, et faire en sorte que voilà, chacun puisse vivre une pleine citoyenneté. Donc on intervient vraiment sur toutes les étapes de la vie, à l'échelle d'un bassin de vie, et donc on est très en lien avec les collectivités territoriales, avec des villes, des agglos, des départements, sur tous ces sujets liés au vivre ensemble en fait. Merci Sébastien. Mohamed, du coup, avec ta casquette AMF, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les formes de coopération que tu peux observer entre l'ESS et les collectivités locales? Oui, bien sûr, Enora. Bonjour à toutes et à tous. Mille excuses pour mon retard. J'étais à une table ronde qui était en lien avec ce dont on va parler tout à l'heure. Donc, excusez. Merci. Sur les finances locales, le lien entre les collectivités et l'ESS. Ça commence par un territoire, des citoyens, des besoins et des ressources. En 10 ans, moi ça fait bientôt 10 ans que je suis vice-président ici à l'Association des maires de France et on a vu la place de l'ESS prendre davantage d'importance année après année dans les outre-mer, mais également dans le rural et dans les villes avec une seule ambition, c'est comment on arrive non seulement à faire vivre nos territoires, mais également à porter des projets de développement territorial. Pour faire simple, la plupart des maires aujourd'hui se rendent compte que faire commune, faire la ville, nécessite obligatoirement un travail, une coopération avec la société civile, citoyens, associations, acteurs de l'ESS, avec une ambition qui est de dire l'intérêt général est l'histoire de tous. On n'a plus les moyens d'être en silo. Et donc, du coup, coopérer est une nécessité pour répondre à des besoins vitaux territoriaux tels que la petite enfance, les seniors, la santé, l'éducation, etc., etc. Et donc, mes propos introductifs, c'est de dire qu'aujourd'hui, la plupart des élus et la plupart des communes ont des élus à l'ESS et voient l'économie sociale et solidaire comme des outils de développement endogène ou de développement territorial pour répondre à leurs besoins du territoire. Merci Mohamed. On le voit dans vos propos introductifs. Souvent, l'enjeu, c'est de réussir à faire coopérer des univers qui, de facto, vivent sur le même territoire, ont souvent un objectif commun, des publics dits bénéficiaires communs, mais qui ne coopèrent pas ou pas encore. Et c'est là où des associations comme Signe de Sens, et on en a vu d'autres aussi aujourd'hui sur d'autres sujets, vont permettre de faire ce lien, cette forme de traduction, de médiation entre ces univers qui se méconnaissent et qui pourtant poursuivent des objectifs communs. Et du coup, Sébastien, ma prochaine question, c'est comment vous faites... Voilà, est-ce que vous avez des exemples de projets où vous avez justement réussi à réunir, disons, le droit commun et le milieu spécialisé, par exemple? Oui, sur les Hauts-de-France, on porte un projet en fait qui s'appelle Le Récit, Réseau Culture Inclusive des Territoires,
L'objectif, c'est de faciliter l'accès à la culture pour les personnes en situation de handicap, à la fois en tant que spectateur, consommateur de culture, mais aussi en tant qu'artiste, ou pourquoi pas en tant que professionnel de la culture. Je peux vouloir, par exemple, être régisseur dans une salle de spectacle, même si j'ai un handicap, voilà, je dois pouvoir exercer ce métier. Et donc, ce dont on se rend compte, c'est que sur un même territoire, ces structures, en fait, les structures ne coopèrent pas. Donc, on va établir, nous, une connexion entre des structures médico-sociales, des lieux de patrimoine, des musées, des salles de spectacle. Et donc, on va, par exemple, créer un forum de coopération. C'est très simple. Le but, c'est de se faire rencontrer ces personnes qui puissent s'identifier et savoir que à 2 km de ma structure, il y a un tel qui fait ça, en fait. Et donc, en générant cette rencontre, on va pouvoir ensuite accompagner ces acteurs, par exemple, dans la mise en place d'une programmation inclusive qui va permettre à des personnes en situation de handicap de pouvoir se produire. On va pouvoir accompagner une structure à accueillir en emploi une personne sourde ou malentendante ou bien une personne à mobilité réduite. On va pouvoir aussi vraiment faire en sorte de créer la connexion, mais aussi d'animer des ateliers de co-design pour en identifier ensemble ce qui fonctionne moins bien, mettre en place un plan d'action et puis aller petit à petit vers une démarche d'inclusion. Finalement, c'est une manière pour le territoire et pour les acteurs du territoire d'être dans un processus d'amélioration continue. Il ne s'agit pas d'aller d'un claquement de doigts, de changer tout du jour au lendemain. On est plus sur du moyen terme, 2, 3 ans. Et donc voilà, petit à petit, on génère ces coopérations-là. C'est la même chose, par exemple, sur le secteur de la petite enfance. Là, on est en lien, par exemple, avec la communauté d'agglo de la Porte du Hainaut. L'objectif, c'est d'établir un diagnostic du territoire, de voir ce qui fonctionne bien ou moins bien, d'aller voir les acteurs, de générer les rencontres via un forum de coopération, encore une fois. La méthode est toujours la même, finalement, qu'on soit dans l'accès à l'emploi, l'accès à la culture ou l'accès à la petite enfance. Et donc pouvoir ensemble écrire en fait l'histoire qui va faire que le territoire va être plus inclusif. On se place finalement du côté du parcours des personnes, que ce soit des parents, des enfants ou bien des adultes. Et en se plaçant du côté du parcours des personnes, finalement c'est un peu un vie ma vie, quoi. Et on avance vers plus d'inclusion tous ensemble. Ça, on le fait dans les Hauts-de-France, partout en France, voilà. Merci Sébastien. Petite question pour Mohamed. Dans économie sociale et solidaire, on retient souvent le social et solidaire, mais on a une petite tendance à oublier le mot économie, le modèle économique qui peut être relié. Est-ce que toi, avec l'exemple de ce territoire que tu connais bien, qu'est l'île Saint-Denis, tu peux nous dire comment l'ESS justement a favorisé le développement économique du territoire ? Alors peut-être pour rebondir sur tes propos et répondre à ce que tu viens de dire, Enora, déjà à partir de OK, c'est quoi nos objectifs communs? Exemple, à l'île Saint-Denis, nous, on est sur la première couronne de Paris et historiquement, on était un peu une terre de stockage. On avait les entrepôts de Galerie Lafayette et les entrepôts du Printemps et Marc Avenue, pour ceux qui connaissent un peu l'île Saint-Denis. Et à la fin des années 90, les entrepôts du Printemps et de Galerie Lafayette ont fermé, explosion du chômage. Voilà, friche urbaine qui correspond à peu près à 10% du territoire communal. Donc le truc est assez énorme. Et du coup, un choix a été fait au début des années 2000. C'était de se dire, OK, comment on crée des emplois locaux au service du développement territorial. Et on a fait de l'économie sociale et solidaire notre projet de développement territorial avec une approche assez simple. On a mis en place un diagnostic partagé où notre premier sujet sur notre île, c'était le cadre de vie dégradé, la volonté de lutter contre les enjeux du réchauffement climatique. Ça a l'air d'être simple aujourd'hui, mais il y a 20 ans, nous, on habite sur une île. Voilà, moi, je deviens maire en 2016. En 2016, je me tape des inondations. En 2018 aussi. Donc, pour nous, la question du risque climatique est réelle et concret. Et donc, du coup, on s'est dit très bien, faisant de l'île Saint-Denis un réacteur, une stratégie de développement local avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, notre projet de ville est assez simple. On est une île de 177 hectares, 102 terres, 77 d'eau territoriale. Et aujourd'hui, on a 45 hectares d'espace vert et naturel. On voudrait arriver à la moitié et construire un parc ou un square à moins de 5 minutes de chaque habitation.
on est 8800 habitants. Pour 8800 habitants, on a une douzaine de tiers-lieux. Voilà. On a, ouais, c'est assez dingue. On a une trentaine d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont non seulement au service du développement économique et social du territoire, mais aussi au service d'une autre économie. Pour vous donner des exemples très simples que j'aime beaucoup raconter, c'est la création de boucles vertueuses. Exemple, à l'île Saint-Denis, on a décidé de garder la restauration scolaire en régie municipale. Aujourd'hui, on est à 100% bio dans notre cuisine municipale, où on sort 750 repas par jour, 50% de végétariens. On récupère nos déchets alimentaires avec la société coopérative Les Alchimistes, qui sont à l'île Saint-Denis. Ces déchets alimentaires vont dans le nord de la commune, à Lillo, qui est géré par une autre structure de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Alage, qui est lauréat de La France s'engage. À Lillo, on a une autre structure qui s'appelle Faiseurs de terre, qui travaille à restructurer nos sols et à travailler sur la qualité des sols. Avec Alage, on produit des fleurs avec nos déchets. Et ces fleurs, la mairie les rachète pour marier les gens. Voilà. Et donc, vous donnez cet exemple pour vous dire qu'à travers cette boucle vertueuse, on a 3 acteurs de l'économie sociale et solidaire. Je vous donne des exemples. Faiseurs de terre a travaillé pendant les Jeux Olympiques sur un sujet ultra innovant. Comment arrêter de faire ce qu'on a fait à la Seine-Saint-Denis. En gros, une grosse partie des terres de l'île Saint-Denis, c'est des déblais remblais de Paris. On s'est dit, avec la transformation de la première couronne, on ne va pas refaire la même chose, c'est-à-dire retirer nos terres et les mettre ailleurs. C'est comment on travaille à assainir nos terres sur place. Et donc, Faiseurs de terre travaille sur ce sujet. Ensuite, les alchimistes travaillent sur un autre sujet qui est comment développer des composts à taille humaine dans nos villes et sortir de l'industriel. Et ça veut dire quoi en vérité? Allotir le marché des déchets pour permettre aux acteurs de l'ESS de pouvoir avoir des poches de développement, mais surtout de pouvoir gérer les déchets autrement. Et Alage travaille sur un autre sujet qui est l'insertion des personnes éloignées de l'emploi à travers la nature et la question des fleurs. Et pour nous, renvoie à un sujet de à la fois assainir nos sols, mais à la fois embellir notre île et pour finir, permettre d'avoir des fleurs l'île Saint-Denis. Et donc, à travers cet exemple très concret, on a 3 fleurons de l'économie sociale et solidaire qui ont aujourd'hui une dimension nationale, qui sont nés à l'île Saint-Denis et qui permettent non seulement à notre commune de gagner en attractivité, qui est un peu une locomotive d'acteurs de l'ESS qui viennent se greffer à l'île Saint-Denis autour de la nature et de la nourriture, pour le faire simple. Et ça permet à la commune de travailler sa robustesse. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire est le premier secteur de l'emploi sur l'île Saint-Denis. C'est assez dingue. Voilà. Et ça, c'est possible parce qu'on est dans une stratégie de développement territorial à l'échelle de l'Île-de-France, qui est une locomotive, mais où on propose un contre-modèle au système actuel. Merci Mohamed. Je vous conseille vraiment d'aller à l'île Saint-Denis et notamment à Lillo. Alors, vous êtes accueillis par des grandes buttes de terre. Vous demandez des fois qu'ils sentent pas très bon. Et après, vous voyez des semis qui attendent d'être plantés. Puis ensuite, vous voyez des salariés en insertion qui sont en train de s'occuper des fleurs. Et c'est vrai que Fleurs d'Alage, qui a été lauréat de La France s'engage, a vraiment redéveloppé, relancé cette filière locale d'ailleurs de la fleur qui en général fait 4 fois le tour du monde avant de revenir chez nos fleuristes. Et voilà, aujourd'hui, SM dans toute la France, après avoir expérimenté et validé le modèle à l'île Saint-Denis. Peut-être Sébastien sur... alors voilà, parce qu'il y a eu des élus, on a toute la journée, on a parlé en gros de la manière dont les associations et l'ESS pouvaient aider les élus à mener à bien leur projet de territoire. La question du financement est forcément toujours revenue. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des modèles qu'on dit hybrides. En gros, ça veut dire que la puissance publique ne paye plus tout. En gros, c'est ça qu'on dit derrière ça. Peut-être, Sébastien, est-ce que tu peux nous donner des exemples comme ça de partenariats public-privé qui permettent de bénéficier à plusieurs collectivités ?
Oui, alors Signe de Sens est une association dont le modèle économique est vraiment hybride, c'est-à-dire qu'on est à la fois financé dans le cadre de prestations qu'on mène, donc devis, factures. On a également des soutiens publics, financements publics assez classiques, ou bien des fonds privés qui viennent du mécénat. Et donc, quelle que soit finalement la modalité, l'objectif reste le même, hein, c'est-à-dire aller vers l'inclusion et l'accessibilité dans les territoires. Pour donner un exemple concret, là, on est en train de lancer un projet en partenariat avec Sodexo et avec quelques collectivités sur comment rendre la cantine plus inclusive, comment faire en sorte que tous les enfants puissent manger en fait à la même cantine. Et donc, dans le cadre de ce projet, on va associer Sodexo, qui est à l'origine de la commande, avec des collectivités territoriales, mais aussi avec des associations en lien avec les enfants, et puis également des enfants et des parents, des enfants en situation de handicap. Et on va s'appuyer sur des dispositifs pédagogiques qu'on a déployés il y a plus de 15 ans maintenant, en l'occurrence Ben le Koala, pour justement aller vers davantage d'inclusion. Donc en fait, ce qu'on va amener dans cette coopération, la dimension d'innovation va reposer dans le fait de faire coopérer une entreprise classique du marché avec une collectivité territoriale, des associations et surtout des personnes concernées. Et là où en fait il y a un lien et une filiation assez naturelle, le pont entre l'ESS et les collectivités est assez naturel, puisqu'il n'est pas rare de voir des personnes de l'ESS aller travailler en collectivité et inversement. On a finalement le même souci qui est celui du territoire, celui des bénéficiaires, des usagers. On raisonne à l'échelle du bassin de vie et on fait en sorte que le quotidien soit un peu plus sympa pour tout le monde. Et donc voilà le genre de projet qui est rempli de sens. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'aller catégoriser, c'est plutôt aller additionner finalement des savoir-faire qui viennent du public ou du privé pour aller vers plus d'inclusion. Un autre projet, par exemple, la Banque des Territoires a fait appel à nos services pour travailler l'accessibilité des maisons France Service, des espaces France Service. Et donc, on est allé, nous, sonder quelques France Service sur le territoire français. Et on a ensuite associé non seulement des agents des maisons France Service, mais aussi des personnes concernées en situation de handicap pour travailler l'accessibilité des espaces. Quand je dis accessibilité, ce n'est pas uniquement l'accès PMR, c'est toute la chaîne d'information. Je dois aller faire une démarche pour changer ma carte d'identité. Est-ce que le site web est accessible? Est-ce que la signalétique va être accessible? Quels vont être finalement tous les points de mon parcours? Et donc pour ça, rien de mieux que le co-design inclusif à l'échelle d'un territoire, d'un bassin de vie, pour inventer en fait des solutions qui vont faciliter le quotidien des personnes directement concernées, mais aussi finalement de tout le monde. Puisque quand on travaille à l'amélioration de l'accessibilité de démarches administratives, on améliore finalement le service pour tout le monde. Donc on est très à l'aise, nous, Signe de Sens, pour naviguer dans tout cet écosystème, public, privé, ESS, collectivité, services de l'État, parce que finalement, là, le point commun de tout ça, c'est l'usager. En fait. Alors ça ne vous aura pas échappé, on a des kakémonos, on a un énorme stand derrière avec 9 lauréats de la France Engage qui ont des solutions innovantes à vous proposer. On a vu ces 2 derniers jours des élus, alors souvent de l'opposition, qui vont se présenter en mars, venir regarder les solutions proposées et nous demander justement comment l'économie sociale et solidaire peut répondre à certaines problématiques de leur territoire. Mohamed, toi, tu donnerais quoi comme conseil aux futurs candidats pour travailler avec le milieu de l'ESS et de l'innovation sociale? Je pense que le premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas voir l'économie sociale et solidaire comme un secteur quand on dirige une commune, de le voir comme un prolongement de l'action municipale dans toutes les spécificités d'une commune. Pour rebondir sur ce que tu disais, exemple, ça ne se vit pas exactement pareil à l'intérieur d'une collectivité. Donc moi, je suis maire depuis bientôt 10 ans et je dirige aussi une société coopérative d'intérêt collectif. En vrai, déjà, il faut se dire qu'il y a l'élu, les agents et la société civile. Déjà, il y a des temporalités qui sont différentes, il y a des grilles de lecture qui sont différentes, il y a des codes culturels qui sont différents. Et souvent, moi j'ai beaucoup vécu ça ces dernières années, des agents qui venaient me voir en me disant ils sont gentils dans l'ESS, mais c'est pas très sérieux quand même.
Voilà. Et de l'autre côté, les acteurs de l'ESS qui me disaient, ils sont lents quand même, vos agents, monsieur le maire. Ils sont gentils, mais ils sont lents. Ils comprennent rien, et puis rien, ils sont pas souples, etc. Et en vrai, ce qu'il faut faire pour réussir à intégrer l'ESS dans des politiques publiques, c'est construire des outils, construire des conditions pour pouvoir travailler ensemble et coopérer. Moi, j'appelle ça la coopération territoriale, qui est un fondamental pour pouvoir ensuite développer des politiques publiques. Ensuite, le deuxième conseil que je donnerai, c'est en fait ne pas voir les acteurs de l'ESS comme des prestataires de services, mais plutôt comme des partenaires du co-développement. Et en vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais vous donner 2 exemples très concrets. Nous, à l'île Saint-Denis, on a des crèches municipales qu'on développe avec une association qui s'appelle la Maison Kangourou. Et on a construit un plan de développement à 10 ans ensemble. En se disant, voilà la vision de la crèche et de la petite enfance sur l'île Saint-Denis. Venez, on construit une stratégie territoriale ensemble. Là, j'ai un nouveau trip. On vient de sortir des Jeux Olympiques. J'y ai travaillé pendant presque 10 ans. Et on a 2 sites de baignade qui vont ouvrir en 2027 à l'île Saint-Denis en héritage des Jeux. Et donc là, mon nouveau trip, c'est d'acheter une base de loisirs nautiques. Et donc, j'ai négocié avec mes promoteurs. Et à côté, je suis allé chercher la Fondation Léo Lagrange. Et je leur ai dit, venez, on achète une base de loisirs nautiques. Venez, on le fait ensemble. Et en fait, ça veut dire travailler de manière horizontale, co-construire et partager la gouvernance et les risques. Parce qu'il y a un autre sujet des acteurs de l'ESS. Ils sont d'accord pour partager la gouvernance, mais pas trop pour les risques. En général, quand ça va mal, ils viennent voir les élus en leur disant « mais c'est vous qui nous avez demandé ». Voilà. Et donc, aujourd'hui, ce que nous, on défend sur l'île Saint-Denis, c'est, le message que je porte, c'est je n'attends plus d'argent de l'État. Je pense qu'aujourd'hui, la situation va empirer dans les années à venir par rapport au financement public. Par contre, je pense que si on est assez malin, on peut créer d'autres chaînes de valeur territoriales par la coopération qui ont plus d'impact et qui consolident notre pouvoir d'agir. Et donc, toute la méthode qu'on met en place, formation des agents, formation des élus aussi, mais également de l'autre côté, sensibilisation, accompagnement des assos et des entreprises de l'ESS à la compréhension de la réalité des marchés publics, des conventions de sub, des process d'une administration qui sont bien cadrés et normés, etc., pour construire des politiques publiques. Et donc, pour finir, je dirais que l'enjeu que nous avons demain ensemble, c'est travailler mieux avec moi, mais en ayant plus d'impact. Et ça, pour moi, demain, ça nous permettra de construire de nouveaux modèles économiques, publics-privés, qui peuvent aller de quelque chose de très intégré au simple partenariat gagnant-gagnant sur un territoire. Merci Mohamed. Est-ce qu'on a le temps de prendre 2 petites questions dans le public? On a une ici, une là. Hop. On va prendre les 2 questions d'un coup. Et puis bon, Monsieur le maire, bravo pour votre discours sur l'ESS. Je suis secrétaire général et vice-présidente de CRES en France. Donc je vais compléter votre discours en vous proposant aussi d'améliorer les critères de notation des marchés que vous passez. Vous avez évoqué les coopérations. Il faudrait que dans les critères de notation des réponses aux appels d'offres, il y ait un critère qui valorise les coopérations qui s'établissent entre acteurs du territoire, soit seulement entre acteurs de l'ESS, ou entre acteurs de l'ESS et acteurs traditionnels, dans la mesure où ces coopérations peuvent permettre d'évaluer l'évitement de coûts sur le plan financier et sur le plan environnemental pour les collectivités qui passent ces marchés. Deuxième Xavier question. Corval. Oui, pas de problème. Bonjour, merci beaucoup pour votre témoignage. Moi, je suis Maxime Fritzen, co-directeur d'une association qui soutient la création d'épiceries sociales et solidaires et de tiers-lieux alimentaires. La question que j'avais aussi, c'était plus par rapport à vous, à votre action en tant que maire, par rapport à la possibilité pour les structures d'expérimenter leur modèle socio-économique. On sait que des structures comme les nôtres, elles ont besoin de beaucoup de temps parfois pour expérimenter et voir si les modèles peuvent tenir, ce qui n'est pas toujours le cas. Et souvent, ce qui est nécessaire derrière, c'est un appui de la collectivité via des subventions pluriannuelles qui permettent d'avoir un peu de visibilité pour tester le projet. Est-ce que c'est des choses, vous, que vous développez sur votre territoire? Comment vous travaillez avec ces structures qui essayent justement d'avancer à tâtons sur leur modèle socio-économique? Merci. Pour la première question, il faut que vous ayez en tête
que les élus, et notamment le maire, est le seul responsable de toute la commune d'un point de vue pénal. Et donc, du coup, notre relation à la commande publique ou à la subvention est très normée et réglementée et ça peut créer des frilosités. Aujourd'hui, à l'Association des maires de France, on se bat pour une meilleure protection du statut de l'élu local et notamment sur je dirais, les projets d'intérêt général ou également sur les partenariats public-public ou public-privé. Et donc, aujourd'hui, on est très conscient que la commande publique est un levier formidable pour accompagner les acteurs de l'ESS. On travaille beaucoup à l'alentissement de nos marchés et on joue un petit peu sur la partie pondération, sur exemple le local à moins de 200 km, sur les groupements à impact social et sociétal, etc. Mais il faut vraiment avoir en tête, et je pense que tu le sais si tu bosses à la CRES, on a une difficulté, c'est la réglementation européenne sur les marchés publics, où en général, moi, celui que j'aime pas beaucoup voir dans mon bureau comme agent, c'est mon directeur juridique, qui souvent vient me voir en me disant « Monsieur le maire, vous êtes encore borderline sur tel ou tel sujet ». Et donc, du coup, aujourd'hui, pour nous, on est conscient que les marchés publics, comme les subventions, doivent évoluer pour permettre d'être en meilleure coopération avec les acteurs de l'ESS. Mais le chemin, il est encore long culturellement et juridiquement pour les maires et les élus en général. Ensuite, par rapport à ce que tu as dit, c'est une vraie réalité. Je redonne un exemple à l'île Saint-Denis. J'ai eu un trip il y a 4 ans. J'ai racheté un fonds de commerce d'un Franprix au nord de la ville. Donc, il devait partir à la retraite. Je sentais que le truc était pas bon. Zone de chalandise quasiment inexistante. Zone QPV, très paupérisée. Je me suis dit, si on laisse ça, ça va mal finir. Donc, je rachète un fonds de commerce et les murs appartiennent à un bailleur. Seine-Saint-Denis Habitat, qui est un bailleur public départemental. Je dis au bailleur, je prends un bail de 20 ans sur la cellule commerciale, mais gratuit. Tu te fous de moi. Je lui dis, mais je mets 1 million d'euros d'investissement pour rénover totalement la cellule et tu me le valorises sur 20 ans pour que ça soit gratuit. Négociation dure, je finis par y arriver. Et ensuite, on se dit, on veut une épicerie bio-solidaire. Et donc, il y a une association qui se crée à l'île Saint-Denis autour de la volonté de travailler sur cette épicerie bio-solidaire. Je leur dis très bien, moi, je vais conventionner avec vous ce local à titre gratuit. Ma condition, c'est que vous arrivez à construire un modèle économique sur 3 ans et que les 20-25% de charges fixes que vous n'avez pas payées avec ce loyer, je le vois sur le prix de sortie des fruits et légumes pour les gens. Et donc, du coup, ensuite, on a fait un tour de table où je suis allé chercher du financement à l'État, à la région, tiers-lieu, au département, tiers-lieu solidaire. Ensuite, là, aujourd'hui, on travaille avec le plan Mieux manger pour tous. Et on a construit un plan à 3 ans avec une subvention aussi de la commune. On s'est dit, on a 3 ans pour construire un modèle économique. Et là, c'est intéressant. J'ai reçu il n'y a pas très longtemps la directrice de l'ASSO qui me disait, oui, monsieur le maire, on va développer aussi les paniers solidaires avec le CES, avec ce euro. On veut développer la médiation sentier, etc. Je leur dis, attention, attention, attention. Vous pouvez développer ce que vous voulez. Mais dans 3 ans, vous n'avez plus d'argent. Construisez votre modèle économique. On ne va pas payer votre trip. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a 2 sujets. Le temps nécessaire pour stabiliser un modèle économique. En vrai, ce n'est pas 3 ans, c'est plutôt 5. En vrai, voilà. La capacité des communes à pouvoir accompagner l'immobilier, un peu de subvention sur tous les marchés. Voilà. Et ensuite, notre capacité à aller chercher tous les autres partenaires et à être tiers de confiance. En gros, ce qu'on fait beaucoup, c'est que souvent, on est derrière les assos en disant « T'inquiète, on est garant, on est là, on est à côté d'eux ». Et ça permet de créer des conditions suffisantes pour pouvoir avoir la confiance des autres partenaires. Mais même avec ça, parfois, il y a des ratages. Et nous, on aime bien dire à l'île Saint-Denis le droit à l'expérimentation. Et la commune fait beaucoup aussi de droit à l'expérimentation avec des choses qui marchent et d'autres moins bien. Et ce qui est important, c'est de construire avec la population.
Ça, pour moi, c'est vraiment notre moteur de base. C'est emmener les gens avec nous sur le projet. Exemple, sur cette épicerie bio solidaire, j'ai toute une cité qui m'a dit on n'en veut pas, monsieur le maire, parce que c'est bio. Je leur ai dit laissez-moi une chance, s'il vous plaît. On va essayer, voilà, parce qu'à travers le bio, ils voient gentrification, ils voient grand remplacement. Et je leur ai dit en vrai, ça peut être autre chose. Et que cette épicerie, c'est nous, c'est vous, c'est à nous de la construire. Et donc, pour finir, il faut qu'on intègre une chose, et là je parle plus à mes collègues, c'est un plaidoyer que j'ai souvent avec eux. En fait, la coopération, l'acculturation, l'expérimentation, ça prend du temps. Aider un an, c'est pas aider. Faut l'avoir en tête. Si on veut construire des choses un peu robustes, il faut avoir des plans à l'échelle d'un mandat, c'est-à-dire 6 ans, et accepter de le faire avec des personnes et de partager le pouvoir d'agir et la codécision. Merci à tous les deux. L'année dernière, la France s'engage a sorti un livre blanc sur l'innovation sociale avec 67 propositions, dont 13 qui sont dédiées aux collectivités. On parle notamment de révolutionner le financement, on parle de la commande publique. Donc n'hésitez pas à passer sur notre stand ou à consulter notre site internet si vous voulez prendre connaissance de ces propositions. Et on laisse la scène parce qu'on est en retard. Et merci à toutes et tous. Ça ressemble à ça. Voilà.